Un grand bonjour à toute la population haïtienne. Je vous adresse aujourd'hui depuis mon cabinet de psychologue. Je veux adresser un message très spécial, puisque c'est aujourd'hui un jour très spécial pour moi. Donc ce message s'adresse à deux groupes de personnes en particulier et à toute la population en général. Le premier groupe, c'est ce groupe-là qu'on qualifie de majorité silencieuse. Le deuxième groupe, ce sont nos dirigeants. Donc cela fait déjà quelques temps depuis que j'avais vraiment envie de vous adresser ce message. Mais étant donné qu'il ne s'agit pas de vous complimenter, j'ai beaucoup réfléchi. Mais aujourd'hui, je décide de partager avec vous mes sentiments par rapport à la situation actuelle dans laquelle nous vivons. D'abord, je constate que dans notre société, il y a trois groupes d'individus. Il y a un premier groupe formé par les éléments, les individus de la classe possédante et les gens de la classe dirigeante. Ils forment un groupe que j'appelle les bourreaux. Ils décident tout. Il y a un deuxième groupe, c'est ce groupe-là, c'est le peuple, qu'on appelle la majorité silencieuse. Et il y a le troisième groupe que j'appelle les martyrs. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas de la classe possédante ou de la classe dirigeante, mais qui ne veulent pas se taire. Ce sont ces gens-là qui s'engagent, qui acceptent de prendre le risque. Je ne vais pas non plus parler de ce groupe-là aujourd'hui. Je vais surtout parler de cette majorité silencieuse. Et après, je vais essayer de poser quelques questions à nos dirigeants. D'abord, avant de vous expliquer ce que je comprends moi-même en tant que psychologue de cette majorité qualifiée de majorité silencieuse, je vais vous expliquer un peu en psychothérapie au moins deux types de silence. Parce qu'on parle de la majorité silencieuse. En fait, quand on parle de silence, il y a premièrement un type de silence qu'on appelle le silence vide. Le silence vide, c'est quand on ne parle pas, on ne parle plus parce qu'on n'a plus rien à dire. Donc, on est là, on a tout dit et maintenant on fait le silence, on fait le vide. Il y a un deuxième type de silence, c'est le silence rempli. Le silence rempli, c'est quand on a beaucoup de choses à dire, mais soit on ne sait pas vraiment par où commencer, ou bien on est contraint de la fermer. Donc je pense que cette majorité qu'on qualifie de majorité silencieuse se retrouve dans ce deuxième groupe, dans cette deuxième hypothèse où on a une population qui est contrainte de fermer sa bouche. Et c'est pourquoi je vais vous dire que nous n'avons pas une majorité silencieuse comme vous le prétendez, comme on le prétend. Nous avons une majorité dépressive et aliénée. Déjà, on est dans un pays démocratique. Ça veut dire que c'est la majorité qui décide. Comment comprenons-nous que notre majorité soit réduite au silence? En fait,
Qui sont ces gens-là? La majorité silencieuse. Êtes-vous de cette majorité? Je vais vous dire que cette majorité-là est encore plus dangereuse que les gens de la classe possédante et de la classe dirigeante que je qualifie de bourreaux. Pourquoi? C'est parce que les gens de la majorité est silencieuse, ce sont des gens qui ne sont ni pour ni contre. Ils sont là. Ils vivent leur vie. Ils cherchent un travail. S'occuper de leur famille. Ils sont là. Ni pour ni contre. Ils sont neutres. Vous devez savoir que la neutralité profite toujours au bourreau. La neutralité fait l'affaire toujours du malin. Ça veut dire que quand vous êtes dans une société et que pour une raison ou une autre, vous vous positionnez au milieu, eh bien vous faites l'affaire du malin. Et comme la majorité de la population haïtienne est croyante, est chrétienne si vous voulez, je vais vous dire que la Bible est claire là-dessus. Si vous êtes ni chaud ni froid, on va vous rejeter. Comprenez bien, vous faites beaucoup de mal à ce pays-là quand vous n'êtes ni pour ni contre. Vous faites beaucoup de mal à ce pays. Et c'est la raison pour laquelle on est là où on est. On ne peut pas avancer parce que la majorité est réduite au silence. Cette majorité dépressive. Vous imaginez l'ensemble des situations, problèmes qu'on rencontre actuellement dans le pays et que quelqu'un vous dit, moi, je suis ni pour ni contre. Prenons quelques exemples. Vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous êtes pour le départ du président de la République avant la fin de son mandat? Ni pour ni contre. Ok. Est-ce que vous êtes pour les manifestations des rues pour demander les comptes sur le gaspillage des fonds de Petro-Caribé? Je suis ni pour ni contre. Et c'est ces gens-là qui vous racontent tout le temps, oh, quittez le pays marché. On a l'impression qu'il y a un pays qui marche. Et lors des élections également, ces gens-là ne votent pas. Ils ne participent pas aux élections. Si on leur demande, mais pourquoi vous ne participez pas? Ah bon, toutes ces mêmes. Toutes ces mêmes, pas gagné une cabine fait ça qui est bon. En fait, toutes ces mêmes, en psychologie, on appelle ça un mécanisme de défense. Donc, comme toutes ces mêmes, donc on n'a pas besoin de s'engager. En fait, je vais vous dire une chose, en parlant d'engagement, je vais vous dire une chose. La citoyenneté implique obligatoirement de l'engagement. Ça veut dire si vous êtes au milieu, si vous êtes dans cette neutralité éternelle, c'est que vous n'êtes pas un citoyen. Dans un cours d'éthique professionnelle, j'expliquais à des étudiants que l'université, quand on est à l'université, quand on est universitaire, il ne s'agit pas tout simplement d'un niveau académique, mais il s'agit également d'un niveau de responsabilité sociale. Mais ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas formé des citoyens. On a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires, mais qui ne sont pas des citoyens. Je pense à la Bible encore, en se référant à l'histoire des talents. On se rappelle de ce dernier-là qui avait un talent et qui avait peur d'investir son talent. Qu'est-ce qui s'était passé à la fin? Il a été rejeté. Ça veut dire que si vous êtes vivant, si vous existez, vous êtes là pour contribuer, vous êtes là pour aider à l'avancement de votre communauté.
c'est important de comprendre cela quand vous êtes de cette majorité-là. Il y a tellement de problèmes. Aujourd'hui, par exemple, il y a la problématique de l'homosexualité. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Ok. C'est important de se positionner. Il y a beaucoup de questions. Aujourd'hui, il y a une lutte, une célérité pour la diminution de la majorité sexuelle. Ça veut dire à quel âge on est libre sexuellement. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Le gaspillage des fonds publics. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Cette question, par exemple, actuellement qu'on fait en Haïti, cette question de cap dermalogue, est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Mais vous dites, moi j'en sais rien, je ne fais pas de la politique. C'est pas de la politique, c'est du social. On s'implique, et la politique c'est pour tout le monde aussi. Ok. Donc moi, je vais vous dire une chose. Si vous êtes de la majorité des silencieuses, ça veut dire ni pour ni contre. Vous êtes au milieu. Ce qui vous intéresse est seulement votre quotidien. Je vous invite d'aller voir un psychologue. Vous plongez totalement dans la dépression. C'est très important ce que je vous raconte là. Et on n'aura jamais un pays développé avec une majorité silencieuse. Jamais. Ça veut dire, vous êtes le grand problème de ce pays. Vous qui ne voulez pas vous positionner, vous êtes le grand problème. Vous êtes l'élément qui empêche le démarrage de cette tension. Vous avez pas mal de connaissances. Vous avez pas mal de diplômes. Et ça augmente encore votre peur. Moi, je vous invite à l'engagement citoyen. Maintenant, je veux m'adresser aux responsables. Ma première question, c'est pour le président de la République. Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Normalement, quand on dirige, on devrait avoir des priorités. Les dirigeants haïtiens ont tendance de dire, bon, en Haïti, tout est prioritaire. Si vous entendez cette phrase de quelqu'un, fuyez. C'est quelqu'un qui n'était pas préparé pour diriger. Pourquoi? C'est parce que dans une situation où il y a beaucoup de priorités, il y a des techniques utilisées pour trouver la priorité des priorités, par où commencer. Si on prend les secteurs, l'agriculture, est-ce que vraiment l'agriculture aujourd'hui c'est une priorité pour le gouvernement, pour le président? Est-ce que l'énergie c'est une priorité pour le président? Depuis 3 ans, quel résultat? Est-ce que l'éducation c'est une priorité pour vous, monsieur le président? Pour quel résultat? Est-ce que le tourisme c'est pour vous une priorité? Où est le résultat? Monsieur le président, est-ce que vous allez commencer? Ma question pour vous c'est ça. Est-ce qu'un jour vous allez dire, bon maintenant on a beaucoup galéré, maintenant on va commencer? Je ne vous suis pas. On est là, on gaspille du temps, disons les ressources d'une manière générale. On fait tout simplement ce qu'on appelle du gaspillage. De l'argent, du temps, des ressources humaines, donc, des ressources matérielles. On est en train tout simplement de faire une seule chose, du gaspillage. Je vais partager avec vous, mesdames, messieurs les dirigeants, 2 techniques que j'utilise dans mes cours. La première, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. On l'appelle également la loi 20-80. Que dit cette loi? La loi de Pareto stipule que quand on aura beaucoup de problèmes,
quand on enregistre beaucoup de problèmes, la première chose qu'on fait, on fait la liste. La deuxième chose qu'on fait, on les met en ordre décroissant, ça veut dire le plus grand d'abord. Et ensuite, on commence par résoudre les plus grands problèmes. Et dès qu'on arrive à résoudre 20% des problèmes, on aura un niveau de satisfaction jusqu'à 80%. Cela s'explique également par ce qu'on appelle l'effet domino. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui ne sont pas vraiment des problèmes. Ce sont les conséquences d'un problème ancien, d'un problème plus grand. Donc il faut savoir comment s'y prendre quand on est responsable. Il y a également une deuxième technique, un deuxième outil qu'on appelle la règle des 5 P. Ça veut dire que quand il y a un problème, on pose la question pourquoi 5 fois et on a la chance de trouver la vraie cause du problème. Par exemple, il y a des gangs armés dans tous les coins du pays. Et on se pose la question, ça c'est le problème. Okay? On se pose la question, mais pourquoi y a-t-il des gangs armés dans tous les coins du pays? Et on se dit, mais pourquoi? On essaie d'aller en profondeur, de trouver une réponse. On pourrait dire, par exemple, eh bien, c'est parce qu'il y a un problème d'injustice. Ok. Maintenant, on va dire, il y a un problème d'injustice. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la vraie source du problème. Et c'est à partir de cela qu'on commence. Depuis 3 ans, bien évidemment, depuis ma connaissance, je vous regarde et je me demande, est-ce que s'agit-il de votre politique pour nous terrasser ou tout simplement vous êtes aussi impuissant que nous? Je vais essayer de vous poser quelques questions, monsieur les dirigeants. Ma première question concerne la dépréciation galopante de notre monnaie nationale. Ma question pour vous est, s'agit-il de votre politique envers le peuple ou est-ce que vous êtes aussi impuissant que nous? Et par rapport aux gangs armés, c'est votre politique aussi ou est-ce que vous êtes aussi impuissant que le peuple? La majorité de la population se pose la même question. Aujourd'hui, 102 gouttes pour $1 américain. Je pense que le salaire moyen des cadres dans le secteur public haïtien, c'est 35 000 gouttes. Ça veut dire soit environ $340 américains. Un centième de terre, en moyenne, ça se vend à $7 000 américains. Vous imaginez quelqu'un qui est considéré comme cadre dans le secteur public haïtien, comment va-t-il faire un jour pour s'acquérir d'une parcelle de terre? Monsieur les responsables, la situation est catastrophique. Et ça va être pire. Là, nous traversons une période pandémique. Certaines personnes en souffrent terriblement, d'autres en profitent énormément, mais après, ça va être terrible encore plus. J'ai encore pas mal de questions. La question de ce génère. Où sont les résultats depuis? C'était quoi Régis l'affaire? Il s'agissait de quoi? Je ne veux pas retourner sur des promesses non tenues. Mais c'est important de comprendre. Moi, la question que je me pose en tant que psychologue, je me demande pour qui est-ce que vous dirigez? Vous travaillez pour le compte de qui? Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, que de 2017 à aujourd'hui, avril 2020, que le pouvoir d'achat des consommateurs haïtiens diminue de 40%.
Est-ce que vous êtes aussi impuissant que nous? Ou s'agit-il de votre politique envers le peuple? J'ai déjà pas mal de messages sur le Covid-19 en tant que psychologue qui circulent sur la toile. Je ne vais pas revenir sur cela maintenant. Mais je voudrais adresser ce message avec la population haïtienne, avec les dirigeants haïtiens, avec cette classe qu'on a malheureusement qualifiée de silencieuse, mais qui ne sont pas au silence, qui sont plutôt une classe dépressive. Je voudrais m'adresser à chacun des responsables du pays, mais qui nous oublie il y a déjà un bon bout de temps. On est là d'un côté, on essaie de vivre, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Moi, je me rappelle, un slogan, c'était à les gens de Carrefour-Feuille. Après le massacre de Carrefour-Feuille, ils ont dit, nous voulons vivre. C'était psychologiquement très touchant. Ça veut dire que ces gens-là ne demandent plus de l'électricité. Ces gens-là ne demandent plus à manger. Ces gens-là ne demandent plus de l'argent. Seulement, ne nous tue plus. Vous voyez? Si on peut continuer à vivre, si on nous laisse vivre, ça nous suffira. J'espère que vous, de la classe de la majorité silencieuse, j'espère que vous allez recevoir ce message et vous allez comprendre que votre position est une contribution à la corruption. Votre position est une contribution au sous-développement, au gaspillage, au vol. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une manifestation, on a peur. On se dit, est-ce qu'on va faire recette? Est-ce que les gens vont venir? Des fois, on est obligé de payer des gens pour qu'ils réclament leurs droits. Si on demande à quelqu'un, est-ce que vous voulez participer à cette manifestation? Ah, affaire à régler. Affaire à régler, moi-même, ni pour ni con. Je vais vous dire une chose pour terminer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais imaginez que le jour du jugement en tant que chrétien, le jour du jugement, et vous arrivez au ciel, ou bien devant le grand trône blanc, et puis le bon Dieu commence à vous poser des questions et vous dit, mais vous êtes d'Haïti? Oui, je suis d'Haïti. Et vous avez fait quoi pour contribuer au développement de votre communauté? Vous allez dire, bon, j'ai prié. Que le bon Dieu va vous regarder et vous dire, ok, tu as prié, vous avez prié. Okay, et après, concrètement, après la prière, concrètement, vous avez fait quoi? Ah bon, après j'ai chanté aussi. Ok. Vous avez chanté. Et après avoir chanté, vous avez fait quoi de façon pragmatique, de façon concrète, pour contribuer au développement de votre communauté? Et bon, j'ai prêché aussi. Et Dieu va vous regarder, il va vous dire, ok, attendez-moi de ce côté-là. Il va vous mettre sur une liste d'attente éternellement. Parce que vous n'étiez pas censé là que pour prier, chanter et prêcher. Vous êtes là pour contribuer activement au développement de votre communauté. Pour réfléchir, pour faire des choix, des bons choix.
Merci de m'avoir écouté.